Bon, ben, bonjour à tous et merci d'être là. Je remercie aussi l'équipe Polycloud pour me donner l'opportunité de faire cette présentation. Comme indiqué, je vais vous parler. Alors, il n'y a pas d'écran, c'est pas affiché. Voilà. Donc, le sujet, c'est architecture IoT serverless et ça va être fait avec AWS et des cartes STM32. Donc, mon nom est Nicolas Bruot, je travaille chez Viveris où je suis responsable technique cloud et web. Donc, quand je suis arrivé chez Viveris, j'étais plutôt développeur. Mais bon, apparemment, le cloud, c'est un sujet qui décolle. Donc, maintenant, je fais beaucoup de cloud. Donc Viveris, si vous ne savez pas, c'est une ESN avec environ 900 collaborateurs répartis sur plusieurs agences en France. Donc moi je suis à l'agence de Montpellier et on est aussi implanté en Belgique et depuis récemment au Maroc. Ce qui nous caractérise par rapport à d'autres ESN, c'est notre diversité de métiers qui se reflète un peu dans les différents pôles d'expertise que nous avons. Donc je ne vais pas tous les lister, mais moi j'agis surtout sur les pôles cloud et IoT. Alors, les sujets du jour, ça va être quoi? Ça va être donc de parler d'IoT, donc des histoires de communication. Pour ça, on va parler de protocole MQTT. D'architecture cloud, donc comme indiqué dans le titre, du serverless et le cloud provider, ça va être de l'AWS, mais ça pourrait être d'autres providers. Et je vais pas mal parler aussi de questions de résilience dans des systèmes distribués et quels impacts ça peut avoir sur les architectures. Donc, quand on veut faire de l'IoT, on est souvent confronté à un certain nombre de problèmes où on veut réaliser certaines tâches. Ça arrive qu'on veuille afficher des données en temps réel, donc les remonter et puis les afficher quelque part. On peut avoir une grande quantité d'appareils à provisionner et à gérer. Donc, il faut un système qui permet de faire tout ça. Ces appareils-là peuvent envoyer beaucoup de messages. Alors, souvent, c'est des petits messages, mais en grande quantité. Ces messages-là, on va vouloir transformer les données qu'ils contiennent, les analyser et donc en faire quelque chose d'utile. Donc j'ai trois parties pour cette présentation. La première, ça va être vous présenter une architecture de démo qui est vraiment pour démontrer les intérêts du serverless. Ça va avec la deuxième partie qui, elle, va être des stress tests sur l'architecture de démo. Mais après, voilà, comme une démo, c'est pas forcément le plus intéressant. Je vais après aussi vous présenter un vrai projet sur lequel j'ai travaillé récemment et qui est principalement serverless. Alors, donc, première partie, l'archi de démo. Donc, les objectifs que je me suis fixés, ça a été de collecter donc, des données de capteurs de cartes STM32. Donc, les cartes, c'est celles-ci. Donc, c'est des cartes qui se connectent en Wi-Fi et donc, elles vont pouvoir transmettre des données. Et je voudrais afficher les données en temps réel sur une interface web. Et après, pour rendre le truc un peu plus intéressant, je vais vouloir aussi archiver les données anciennes pour pas que ma base de données grossisse trop. Donc une contrainte que je m'étais fixée, c'est que je voulais une architecture qui ait une grande capacité d'ingestion et de traitement des données. Donc c'est pour ça que j'ai fait les choix d'utiliser AWS et le serverless. Donc les cartes STMicro que j'utilise, c'est des cartes de démonstration qui sont déjà pas mal. Elles ont un microcontrôleur à cœur ARM. Elles ont une bonne connectivité, Wi-Fi, Bluetooth. Moi, je vais utiliser le Wi-Fi. Et elles sont remplies de capteurs. Donc, il y a des capteurs environnementaux, pression, température, humidité. Il y a des capteurs de mouvement, accéléromètre. Il y a même une petite boussole dedans. Et pourquoi j'ai choisi ces cartes-là? C'est parce qu'elles s'interfacent très bien avec le cloud AWS. Elles viennent avec des scripts qui permettent d'enregistrer les cartes auprès d'AWS. Alors, j'ai déjà prononcé le mot serverless au moins 10 fois. Donc, il va falloir que je vous dise ce que c'est si vous ne connaissez pas. À gauche, c'est une définition assez stricte et c'est un peu ma définition à moi. Déjà, c'est un service serverless, c'est un service où on n'a pas d'infrastructure à gérer.
Et alors, c'est vraiment le niveau ultime de rien avoir à gérer. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir un service, enfin, au service de la fonction, du FAS. Vous pouvez utiliser des services managés comme des DB managés dans le cloud. En fait, là, le serverless, ça va même encore plus loin. Et un autre point très important, c'est que c'est un service qui doit pouvoir faire du scaling de 0 jusqu'à presque l'infini. Alors évidemment, c'est jamais réellement l'infini. Mais ce qui est important, c'est que le scaling commence à 0. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous configurez le service, mais que vous ne l'utilisez pas dans le cloud, par exemple, si vous configurez une fonction lambda, ben en fait, il ne va rien vous coûter. Et ça va commencer à coûter seulement quand vous commencez à faire des requêtes dessus, quand vous commencez à stocker les données. En fait, utiliser le service dans le cloud, ça veut toujours dire l'une de ces trois choses: stocker des données, transférer des données ou faire des calculs. Et là, c'est différent d'une VM, par exemple, qu'on peut provisionner, où à tout instant, on a au moins une VM qui tourne, même si on a un service qui autoscale et qui règle le nombre de VM. Voilà. Donc un exemple de service serverless dans AWS, c'est DynamoDB, qui est une DB NoSQL. Alors c'est écrit un peu petit, mais c'est pas très important. Ce que je veux montrer là, c'est que donc là, c'est une table de la doc AWS qui explique qu'est-ce qui est facturé quand on utilise DynamoDB, et quand on est en mode on-demand capacity. On voit dans la colonne de droite que tout ce qui est facturé, c'est des choses qui sont proportionnelles à des nombres de requêtes, à des gigaoctets stockés. Et en fait, tout ça, du coup, c'est proportionnel à l'utilisation, donc c'est un service serverless. Il y a juste une option qui n'est pas serverless, qui est comptée en node hour, ou si on veut l'utiliser, c'est optionnel. Il faut au moins qu'il y ait au moins un nœud qui tourne, donc ça, c'est pas serverless. Mais donc, globalement, DynamoDB, c'est plutôt un service serverless. Donc, l'architecture de démo, la voici. Alors, les schémas d'archi dans le cloud, ça peut toujours faire un peu peur parce qu'il y a beaucoup de cases, mais en fait, chaque petite case représente une toute petite fonctionnalité. Donc à gauche, j'ai mes cartes ST-Micro qui vont envoyer avec le protocole MQTT des messages dans un hub IoT dans AWS. Et ensuite, il va y avoir tout un cheminement qui va permettre de stocker la donnée et de l'exposer aux utilisateurs. Donc je vais détailler un peu le parcours de la donnée dans cette archi, mais tout de suite on peut déjà identifier trois grosses parties dans l'archi. Tout d'abord une partie acheminement des données, ensuite une partie stockage et une partie publication, donc avec une API et un front-end pour l'utilisateur. Dans la partie stockage, on va voir une branche assez intéressante. Là on voit qu'il y a un split un peu qui s'opère. On a une branche qui va par là, et celle-là, ça correspond à l'archivage des données de l'ADB. Donc les données anciennes de l'ADB, je vais vouloir les mettre dans un stockage qui coûte beaucoup moins cher, qui est un stockage objet, le stockage S3. Alors quand on fait du serverless, bon, on utilise certains services très classiques, d'autres un peu moins. Mais voilà, grosso modo, les services que j'utilise dans cette archi. Tout d'abord, IoT Core, qui est un hub IoT qui va permettre de recevoir les messages. Le service S3, je pense que pas mal d'entre vous savent ce que c'est, donc c'est pour faire du stockage objet. Quand on fait du serverless, on utilise beaucoup aussi le service Lambda, qui permet de faire du calcul à la demande. Donc on soumet un petit code et puis on exécute le code par des événements. Pour le stockage, ça va être du DynamoDB, et ensuite exposition des données, par exemple avec API Gateway. Et un truc un peu plus exotique que je vais utiliser, c'est Data Firehose, qui est utilisé dans la partie archivage des données. Donc voilà, donc la démo elle tourne actuellement. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai des cartes qui sont branchées. J'en ai une là, j'en ai aussi une ici, donc qui est accrochée à la mascotte de l'agence Viveris. Donc je peux vous la faire passer. Et si vous scannez le QR code, là, vous allez pouvoir afficher un dashboard donc qui est le front-end, qui fait des appels. Alors je vais essayer d'afficher les deux en même temps. Hop. Voilà, donc à gauche c'est vraiment les graphiques du front-end.
qui fait des appels à une API où j'expose mes données. Et donc là, ce qui est affiché sur ces graphiques-là, c'est les données de capteurs de mouvement, d'accéléromètre. Donc là, si je bouge une des deux cartes, voilà. Là, ce que j'ai en main, c'est la carte numéro 3. Et si je secoue la carte, et voilà, on voit qu'il se passe des choses. Les données sont remontées assez rapidement, hein, typiquement moins d'une seconde, hein, alors que ça passe par des data centers à Paris. Hein. Voilà, comme c'est des accéléromètres, ça mesure, si je bouge pas, ça mesure principalement la gravité terrestre. Donc si je veux changer, si je change les axes de ma carte, ça change les courbes. Voilà. Donc avec l'oiseau, vous pouvez vous amuser à le secouer, pas trop fort non plus, et voir comment ça, à quelle vitesse les données remontent. Ouais, c'est en temps réel. Ouais, ouais. Je ne sais pas si tu as déjà eu la carte entre les mains, mais tu pourras tester et en fait, tu la retournes et à peu près une seconde, ça s'affiche sur le téléphone. Voilà. Donc voilà, donc maintenant je vais détailler un peu toute cette architecture là dont je vous ai montré le schéma précédemment. Pour ça, je vais parcourir certains services clés. Donc le premier, c'est IoT Core, voilà, donc c'est un service managé AWS qui permet de gérer son parc d'appareils IoT, de notamment les connecter au cloud de manière sécurisée. Ça supporte des protocoles comme le MQTT, donc des trucs classiques, hein, MQTT, HTTPS, etc. Et ça permet vraiment de traiter la partie acheminement des messages, typiquement vers d'autres services AWS. On peut faire un petit peu de transformation de données assez basique, et c'est un service un peu en mode pub-sub. Donc on va pouvoir définir des règles d'acheminement des données. Ça ne gère pas du tout la partie stockage des données, donc ça, il faudra le gérer autrement. Alors MQTT, s'il faut rafraîchir un peu la mémoire dessus, c'est un système, c'est un protocole basé sur un agent de message, un broker. Donc vous avez typiquement des appareils qui vont publier des messages auprès du broker. Et le rôle du broker, ça va être de livrer les messages à d'autres appareils qui, eux, s'abonnent à des sujets. Donc on publie les messages sur certains sujets et des appareils s'abonnent sur ces sujets-là. Donc c'est le principe pub-sub. Alors je vais passer à vous montrer un peu à quoi ça ressemble dans la console AWS. Alors voilà, donc là, hop, il s'est éteint je crois. Il marche? Ouais, c'est bon, ça marche. Voilà, donc là on est dans le service IoT Core. Ah, pas tout à fait. Voilà. Donc déjà, si je vais voir un peu les équipements que j'ai connectés, c'est ce qui s'appelle des things dans AWS. Là, j'en ai deux. C'est mes deux cartes, celle que j'ai ici et puis celle qui circule dans la salle. Et si je regarde quelles données sont associées à ce thing, en fait, typiquement, il y a un certificat qui est là, qui permet de se connecter. On peut facilement désactiver, révoquer les certificats, en charger des nouveaux, les mettre à jour quand ils expirent. On peut associer un groupe à l'équipement si on a différentes catégories d'équipements, donc ça peut être utile. C'est principalement ça qui est stocké. Un autre truc intéressant dans le Hub IoT, c'est le client test MQTT, qui permet vraiment de voir dans la console AWS les données qui circulent dans le Hub. Donc là, il faut que, voilà, comme c'est du pub-sub, il faut que je souscrive à un topic. Et si vous connaissez un peu le MQTT, si vous voulez souscrire à tous les topics, c'est un dièse qu'il faut utiliser. Et là, si je fais ça, je vois que j'ai un certain nombre de messages qui sont remontés à un rythme assez rapide. Hein, toutes les quelques secondes, chaque carte envoie des messages. Alors je vais mettre ça sur pause pour qu'on voit mieux. Et si je mets sur pause, je vois que j'ai des messages au format JSON. Là, j'ai un message qui envoie les données des accéléromètres. Et j'ai aussi d'autres messages, par exemple celui-là qui envoie des températures, pression et humidité. Voilà, donc là, j'ai vraiment mes cartes qui communiquent. Ça arrive bien dans le hub IoT.
Voilà. Et après, une fois que je suis dans le IoT, ben, je vais définir des règles. Donc ça, c'est dans la catégorie message routing, règles. Et là, ben, j'ai deux règles. J'ai par exemple une règle qui correspond au message voilà, ben, des accéléromètres. Et si je regarde dans les détails de la règle, qu'est-ce qui se passe? Déjà, j'ai un truc un peu bizarre qui est une sorte de langage SQL qui permet en fait de prendre mon message en entrée et de sélectionner les champs que je voudrais garder en fait. Et je peux aussi les renommer. Donc c'est exactement ce que je fais là. Je sélectionne des champs et je les renomme. Donc j'ai un petit peu de transformation de données. Et une fois que j'ai transformé mes données, ben, je dis que je vais vouloir déclencher une action qui va être de déclencher une fonction lambda. Voilà. Donc là, j'arrive à la partie stockage. Alors, pour le stockage, ben, c'est la partie de l'archi qui a deux branches. Donc là, on est au niveau d'une fonction lambda. Son objectif, ça va être d'exécuter un petit bout de code qui va juste prendre son message en entrée et écrire une ligne dans une DB. Donc la DB que j'ai choisie, c'est DynamoDB parce que c'est un service serverless. Et le stockage, ça pourrait s'arrêter là. Mais comme je veux faire aussi l'archivage des données anciennes, ben, j'ai des choses un peu supplémentaires. Et alors l'archivage, comment ça marche? J'utilise deux fonctionnalités de DynamoDB. La première, c'est une fonctionnalité de TTL, c'est-à-dire que si très régulièrement, AWS va vraiment parcourir ma table et détecter tous les éléments qui sont plus anciens qu'une certaine durée. Et s'il y a de tels éléments, il va les supprimer. Par contre, moi, ce qui est compliqué, c'est que je ne veux pas juste supprimer les éléments, je veux aussi les archiver. Donc si je les supprime, il y a un problème. Mais en fait, j'ai activé aussi une deuxième fonctionnalité sur DynamoDB qui permet, qui est un flux en fait, qui s'appelle un flux DynamoDB. Et c'est un flux qui enregistre toutes les opérations qui ont lieu sur la DB, que ce soit des ajouts, des suppressions, tout. Et moi, je vais récupérer dans ce flux tout ce qui correspond à des suppressions pour déclencher l'archivage des données en question. Et pour l'archivage, ça va passer par deux choses. Encore une nouvelle lambda qui fait un peu de transformation et le service Data Firehose. Alors, pourquoi Data Firehose? La raison, c'est que ici, cette lambda va être déclenchée vraiment à chaque message reçu ou alors par petit batch de changements. Mais moi, ce que je vais vouloir faire, c'est je ne veux pas qu'à chaque fois que j'ai un message qui arrive, je crée un fichier S3 pour le stocker. Je vais vouloir plutôt regrouper quand même les fichiers, enfin les messages qui arrivent pour avoir des fichiers dans S3 qui sont d'une taille un peu plus grande. Et ça va être le but vraiment de ce service Data Firehose. Voilà, donc Lambda, un focus dessus, ça permet de faire du calcul à la demande. Ça supporte tous les langages courants, à peu près une dizaine. C'est serverless, donc c'est facturé à la mémoire CPU utilisée et au temps d'exécution, au nombre de requêtes aussi. Et on peut déclencher le service de différentes manières, soit manuellement, soit de manière périodique, soit par appel par un autre service AWS. En tout cas, tout ça, c'est géré par des événements. Donc voilà, là je mets un exemple de la fonction lambda qui enregistre les données dans DynamoDB. Donc ce que j'illustre là vraiment, c'est que souvent dans une fonction lambda, on fait vraiment pas grand chose. Donc le code qu'on a dedans, ça peut être juste une dizaine de lignes. On retrouve souvent des éléments assez classiques, comme je commence par importer une librairie qui s'appelle Boto3, qui permet d'interagir avec les API AWS. Ensuite, je récupère des variables d'environnement pour avoir quelques données qui ne sont pas directement écrites en dur dans le code. La partie vraiment de la fonction lambda qui est exécutée à chaque fois que je l'appelle, c'est la fonction handler qui prend en entrée un événement qui contient mon message MQTT. Je reformate un peu le message, notamment pour rajouter la colonne de TTL. Et je termine par une ligne put item pour enregistrer dans DynamoDB. Voilà, donc pour faire l'archivage des données, j'utilise donc des services de la gamme Kinesis. Alors Kinesis, c'est des services de flux de données. C'est beaucoup utile quand on a des données en mouvement qu'on ne peut pas vraiment se permettre de stocker et de s'arrêter dessus.
pas mal quand on a des petits messages. Et en fonction vraiment du cas d'usage, on va utiliser un sous-service voilà, qui est un peu différent. Par exemple, si on a des applis temps réel, comme pour faire du streaming vidéo, il y a un service dédié. Data Firehose, c'est vraiment fait pour quand on n'a pas besoin de temps réel. Donc ça peut être du presque temps réel, et quand on veut typiquement enregistrer les données dans un autre endroit dans AWS. Si on veut analyser les données, il y a un service qui s'appelle tout simplement Analytics. Donc un flux, comment ça marche? On a des producteurs de données qui vont envoyer des messages dans le flux. Et le flux, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est tout au milieu en vert. C'est en fait un stockage éphémère. C'est-à-dire que mes messages que j'ai envoyés dedans, ils vont rester dans le flux pendant un certain temps. Et pendant qu'ils sont dans le flux, moi, je vais pouvoir accéder à ces messages. Voilà, des consommateurs vont accéder aux messages. Et ce stockage éphémère, c'est vraiment ce qui permet justement de faire cette fonctionnalité de batching. Les messages arrivent un par un, mais après, je peux faire un get records, avec records vraiment au pluriel, où là, je peux récupérer, par exemple, 1000 éléments d'un coup. Et on peut définir des règles vraiment de batch que je vais vous montrer. Voilà, donc là c'est reparti pour la démo. Alors, donc je vais commencer par le service Lambda. Donc Lambda, j'ai plusieurs fonctions. Si je regarde voilà, celle qui écrit dans la DB, ça va être celle-là. Et en fait, déjà, vous pouvez voir que dans la console AWS, vous avez accès au code de la Lambda. Vous pouvez vraiment le mettre à jour là-dedans et republier une nouvelle version de la fonction. Et là, c'est le code que je vous ai montré tout à l'heure. Un truc très utile, c'est le monitoring. Et là, normalement, comme le système tourne depuis peut-être une demi-heure, là, on voit des choses, de l'activité sur le nombre d'invocations, par exemple, le temps d'exécution, et je vois qu'il n'y a pas d'erreur, donc c'est bien. Et donc, cette fonction, elle écrit dans DynamoDB. Donc, si je vais voir DynamoDB, voilà, donc j'ai des tables. Si je regarde ça, celle-ci, là, je peux regarder un peu le contenu de ma table. Et là, je vois que j'ai des éléments. Chaque ligne, là, c'est un élément. Je vois que ici, c'est quoi? Il y a un timestamp, il y a un TTL, et le payload, c'est vraiment mes données avec ici l'accélération. Donc ça marche très bien. Alors, comment je gère vraiment l'archivage des données dans DynamoDB? On va regarder un peu la configuration de ma table. Et voilà, là, si je regarde dans les settings, je dois avoir... voilà, j'ai déjà activé la fonction de TTL, ici, qui donc va supprimer les éléments anciens de ma table. Donc là, il me dit que j'ai 50 000 éléments supprimés récemment. Ça, c'est parce que j'ai testé le système hier. Voilà, donc ça supprime les éléments. Et après, j'ai activé également un flux DynamoDB. Donc là, c'est on, qui lui s'occupe d'enregistrer les changements sur la DB. Et en sortie du flux, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on définit un trigger pour déclencher des actions supplémentaires, qui va être tout simplement une autre fonction lambda, qui va ensuite envoyer dans Data Firehose. Voilà. Bon, je passe l'étape de la lambda, parce que je vous ai déjà montré. Si je regarde Firehose, bon, là, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas tellement de paramètres que ça dans Firehose. J'ai le flux qui est là, mais en gros, dans la config, qu'est-ce que je fais? Je dis que je veux... bon, il y a du monitoring, mais je dis que je veux enregistrer dans un bucket S3, donc pour le stockage objet. Je définis le chemin d'enregistrement qui dépend du timestamp. Et je définis aussi les paramètres de buffer. Donc c'est typiquement deux paramètres. Si ma taille de buffer est plus que 64 mégaoctets, je dump
un fichier S3. Et si les données sont plus anciennes que 60 secondes, là aussi je dump le fichier. Voilà à quoi Firehose ressemble. Voilà. Alors, petite parenthèse maintenant sur l'estimation des coûts d'une fonction lambda. La keynote ce matin, le mot carte bleue a été prononcé au moins 5 fois. Et la raison, c'est que dans le cloud, il faut souvent faire attention aux coûts, en fait. Surtout quand on fait du serverless ou si on ne fait pas gaffe, ça peut exploser. Et donc là, je montre un peu comment on peut estimer des coûts pour un exemple d'une fonction lambda. Donc je regarde dans la doc, je vois que ce qui est facturé, c'est le nombre de requêtes, donc le nombre d'invocations de la fonction et aussi une facturation liée à sa durée d'exécution. Donc plus en détail, les paramètres dont dépend la facturation, ça va être dans quel data center on est, la mémoire que j'utilise, l'architecture ARM AMD, le temps d'exécution. Et j'ai fait une estimation de nombre de messages envoyés par mois, donc de déclenchement de ma fonction lambda, qui est à peu près 50 millions d'appels par mois pour une vingtaine de cartes avec un message par seconde. Et donc, après, je fais l'addition. Donc, coût de création stockage, $0. Pourquoi? Si vous avez retenu, c'est un service serverless, donc création de la fonction, ça ne coûte rien. Par contre, on facture l'utilisation. Donc, j'ai 20 centimes pour le coût d'appel. Voilà, donc ça me donne $10 au total. Et puis, bon, si je déroule le calcul, j'arrive à peu près une dizaine de dollars par mois pour 50 millions d'appels. Alors ça, c'est le coût après optimisation. Souvent, on peut optimiser son code. Et initialement, le code que j'avais pour cette fonction lambda, c'était celui qui est indiqué à gauche. Et dans le code à gauche, j'avais l'initialisation de certaines ressources de clients DynamoDB, de table, qui étaient faites dans ma fonction handler, qui est appelée vraiment à chaque fois que je déclenche ma fonction lambda. Et ça, en fait, ces deux lignes-là, ça prend un peu de temps à s'exécuter. Et je me suis aperçu qu'en déplaçant juste ces deux lignes-là en dehors de ma fonction handler, le temps d'exécution était beaucoup plus faible. Alors pourquoi c'est comme ça? C'est que quand on exécute une fonction lambda, en fait, de manière répétée, AWS va en général garder la fonction lambda un peu au chaud au cas où on la réexécute un peu plus tard. Et quand c'est comme ça, ça va vraiment réexécuter seulement la partie handler. Donc ça garde au chaud les fonctions lambda exécutées récemment. Et ça permet justement de faire ces optimisations de code. C'est pas anodin du tout. Là, j'ai divisé, en faisant ce changement, 2 lignes seulement, j'ai divisé par 13 le temps d'exécution. Et ce qui a donné un facteur 3, une réduction d'un facteur 3 du coût de ma fonction lambda. Donc c'est vraiment important d'optimiser son code dans le cloud. Sur la publication de données, je ne vais pas dire grand-chose parce que c'est des choses très classiques. Donc j'utilise API Gateway pour exposer une API REST. Ça, c'est quelque chose qui se fait. Il y a un service AWS dédié, mais des API Gateway, c'est assez à la mode. Les RSSI aiment beaucoup ça parce que ça permet notamment de faire toute l'authentification au niveau de l'API Gateway et de ne pas demander aux développeurs de faire l'implémentation, ce qui est une bonne idée. Moi, j'aime bien parce que c'est un service serverless. Voilà. Et pour les fichiers du front, je stocke ça dans un bucket S3 que j'ai configuré avec un accès en site web. Voilà, donc deuxième partie, stress test. Donc là, on a notre architecture, elle tourne très bien. J'ai passé pas mal de temps à tester, essayer de voir si vraiment est-ce que ça scalait bien, est-ce qu'il y avait des erreurs, est-ce qu'il y avait des messages perdus, et on va voir un peu ce qui se passe. Là, c'est un exemple d'un test où alors j'envoyais 2000 messages par seconde dedans. Donc c'est pas mal pendant quelques heures. La première constatation, déjà, ça coûte cher. Ce test-là, 12 heures, ça a coûté $300. Donc, j'ai fait ça avec des crédits AWS que j'avais qui m'avaient été offerts. Merci à eux. Voilà, attention au coût, donc. Et après, je montre quelques graphiques qui montrent qu'en fait, tout marche très bien. Déjà, j'ai une fonction lambda qui est invoquée à peu près 60 000 fois par minute, ce qui était ce que j'attendais. Taux d'erreur, 0.
Il y a je ne sais pas combien de dizaines de millions d'appels, zéro erreur là. Et alors après, là, on voit vraiment le scaling en action parce que, en fait, comme ma fonction lambda elle prend un certain temps à s'exécuter, pour arriver à traiter vraiment tous les messages qui lui arrivent, il faut la déclencher plusieurs fois en parallèle. Et c'est ce qui est représenté par ce graphique qui est là, où j'ai pas loin d'une centaine de fonctions lambda qui tournent en permanence pour arriver à traiter ces 2000 messages par seconde. Et j'ai vraiment rien eu à faire. C'est le cloud qui a géré ça pour moi. Là, j'ai mis des graphiques qui correspondent à Data Firehose. Alors, on dit souvent qu'on peut faire du scaling à l'infini dans le cloud. C'est pas vrai. Il y a des limites, et notamment sur Firehose, il y a certaines limites qui sont toutes les lignes rouges qu'on voit sur ces graphiques-là. On a des limites sur des bytes per second, des nombres de requêtes par seconde, et des choses comme ça. Mais on voit que 2000 messages par seconde, je reste quand même bien en dessous des limites qui sont là. Alors la forme des graphiques est un peu bizarre. Donc moi j'ai fait tourner le truc pendant 12 heures, et on voit que pendant plusieurs jours il s'est passé des choses. Donc c'est en fait l'archivage des données qui s'est étalé sur plusieurs jours. J'avais mis un TTL assez bas, hein, bien moins que plusieurs jours. Mais en fait, DynamoDB, lui, il prend un peu son temps pour gérer l'archivage des données anciennes. Il garantit juste qu'il va le faire, mais c'est pas immédiat. Alors, ce que je vous ai montré précédemment, c'était un cas qui marchait très bien. Les premiers tests que j'ai faits, c'était pas du tout comme ça. La première chose que j'ai constatée dans les premiers tests, c'est je perdais des messages. En fait, j'avais à peu près 2% de messages que j'envoyais et que je ne retrouvais jamais dans mes archives. Et alors, pourquoi c'est comme ça? C'est lié à des paramètres du protocole MQTT. Quand vous utilisez du MQTT, vous pouvez choisir une configuration de QoS, Quality of Service, 0, 1 ou 2, qui va définir la garantie de livraison des messages. Et si on est en QoS 0, en fait, l'appareil qui envoie le message, il va juste envoyer le message et il ne va même pas essayer de chercher à avoir une réponse du broker, un acknowledgement de la réception du message. Et quand c'est comme ça, le service est configuré en at most once delivery. On a un peu l'inverse, où la QoS 1, où là, le client envoie le message à intervalles réguliers plusieurs fois jusqu'à ce qu'il reçoive un accusé de réception. Et après, on a la QoS 2 qui est Delivery at least once, qui est très compliqué à réaliser. Ça se fait en fait en 4 étapes d'échange de messages. Et voilà, ce qu'il faut voir vraiment, c'est que le choix de la QoS, ce n'est pas juste une question de garantie de livraison, mais c'est aussi une question de performance. Si on est en QoS 0, on n'a pas besoin de beaucoup de performance. Enfin, c'est très performant. Alors que QoS 1, ça demande un peu plus de compute pour réaliser les tâches. Et donc, j'étais en QoS 0, et quand je suis passé en QoS 1, alors pourquoi j'ai choisi QoS 1? C'est parce que ça reste quand même relativement performant. C'est résilient. Par contre, il faut faire attention que le même message peut être livré plusieurs fois. Et ça, ça peut être un peu embêtant. Ça veut dire qu'il faut bien faire construire ces architectures avec certaines propriétés, notamment une propriété d'idempotence, qui veut dire que si on exécute une même action plusieurs fois, on va obtenir le même état, une fois ou plusieurs fois, on va obtenir le même état dans nos systèmes. Donc typiquement les mêmes données en DB. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire, notamment dans cette architecture-là? Ça veut dire que quand j'écris dans DynamoDB, quand j'insère un message dedans, il ne faut pas que j'auto-génère un ID de manière séquentielle pour identifier ma ligne, mais il faut plutôt que j'utilise comme clé de ligne un couple qui est l'ID de ma carte qui a envoyé la donnée et le timestamp. Comme ça, si je reçois ce message-là 2 fois, il va juste réécrire la même donnée et ça n'a pas d'impact sur l'état de ma DB. Et alors, quand je suis en QoS 1, j'arrive à 0 message perdu. Donc, j'ai résolu le problème des messages perdus, ça c'est bien. Après, j'ai fait plusieurs tests, j'ai pas toujours les mêmes résultats selon les tests. Et là, justement, ce test-là, où j'ai encore fait tourner l'infra pendant quelques heures à 2000 messages par seconde, et j'ai vu un timeout de la fonction lambda qui écrit dans DynamoDB. Alors, on pourrait s'attendre à avoir un message perdu quand c'est comme ça. En fait, non, il n'y avait pas de message perdu. J'ai bien retrouvé mes données dans les archives. Et ça,
C'est parce qu'en fait, lambda, quand la fonction est en erreur, AWS va essayer de la réexécuter un petit peu plus tard. On peut configurer le nombre de réexécutions. Et ça, c'est très bien pour gérer des petits glitches de connectivité réseau, par exemple, qui était sûrement ce qui s'est passé là. Et on le voit aussi si je compare le nombre d'exécutions de l'IoT, qui correspond en gros à mon nombre de messages envoyés, et le nombre d'invocations de la lambda, où j'ai une différence de 1. J'ai une lambda qui a été invoquée une fois de plus, justement pour la réexécution qui correspondait au timeout. Alors, après, même s'il n'y a pas d'erreur de la fonction lambda, quand on envoie vraiment beaucoup de messages dans le cloud, il commence à se passer des choses un peu bizarres. Je détaille pas tous les, tous les calculs, les analyses, j'en ai des pages et des pages. Mais en gros, j'ai vu des cas où mes fonctions lambda, même sans être en erreur, elles pouvaient être exécutées plusieurs fois pour le même message. Et alors, ça, c'est un peu bizarre et il faut vraiment le savoir, c'est que quand vous utilisez lambda, en fait, si vous demandez l'exécution d'une fonction lambda, il se peut qu'elle soit exécutée plusieurs fois, même s'il n'y a pas de problème. Pourquoi c'est comme ça? C'est que si vous allez voir dans la doc AWS, ils vous disent que lambda, quand on le déclenche de manière asynchrone, on a une garantie d'exécution at least once, un peu comme un MQTT. Donc là aussi, encore besoin d'une archi idempotente pour gérer ce cas-là. Pourquoi on est dans cette situation-là? C'est une propriété des systèmes distribués. Dans un système distribué, on a souvent à faire des problèmes de cohérence de données. Donc, déjà, un système distribué, en gros, c'est quoi? C'est qu'on va avoir un système où on a plusieurs nœuds de données. Et pourquoi on fait ça? C'est pour avoir de la haute disponibilité, pour pouvoir faire de la scalabilité, d'avoir de la redondance de données. Et si je prends l'exemple, par exemple, d'un bus d'événements, où dans l'état initial, j'ai mon bus qui a différents nœuds avec, mettons qu'il ait un message à traiter et que son job, ce soit d'envoyer le message au consommateur qui est là. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que donc, initialement, on va dire que le nœud est complètement... Enfin, tous les nœuds sont synchronisés, ils savent tous qu'ils ont besoin de traiter un message. Et qu'est-ce qui va se passer? Typiquement, il y a un des nœuds qui va dire « je vais m'en occuper ». Donc il dit « je traite le message ». Pour éviter de traiter le message plusieurs fois, imaginons qu'on veut le faire du exactly once delivery, il va notifier les autres nœuds pour leur dire « attendez, je m'en occupe, donc vous faites rien ». Mettons qu'ensuite, donc les nœuds 1 et 2 reçoivent bien la notification, et au bout d'un moment, il y a une connectivité qui est perdue. Le nœud 3 est plus joignable, et là, qu'est-ce qui se passe? On est dans un état où les nœuds 1 et 2 ne savent pas ce qui s'est passé. Peut-être que le message a été envoyé au consommateur, peut-être qu'il n'a pas été envoyé. Et quand c'est comme ça, on a trois possibilités. Soit on peut attendre que le nœud 3 soit de nouveau disponible, que le système se resynchronise, et là, on sait ce qui s'est passé. Donc si on fait ça, le problème c'est qu'on perd de la disponibilité du service. Deuxième solution, on suppose que le message n'a pas été livré. Dans ce cas, on va le livrer une deuxième fois. Enfin, on va tenter de le livrer une deuxième fois. Et là, dans ce cas, on perd la propriété de exactly once delivery. On va être en at least. On va être en at least once. Et troisième solution, on suppose que, alors c'est plutôt, j'ai inversé 2 et 3 là. On suppose que le message a été livré et on est en at most once delivery. Donc tout ça pour dire que dans un système distribué, en fait, c'est quasiment impossible d'avoir du exactly once delivery. Et souvent, les services dans le cloud sont en fait en mode at least once. Je ne sais pas, 5 minutes? Ouais, parfait. Alors je vais terminer par un vrai projet IoT. Jusqu'à présent, c'était une démo, mais j'ai travaillé pendant un peu plus d'1 an en tant que tech lead back sur un projet d'ingestion IoT qui est dans le domaine du photovoltaïque distribué. Donc photovoltaïque distribué, c'est quoi? On a des business qui sont typiquement des supermarchés, des petites boîtes, ou par exemple le Stade de Nice, qui installent des panneaux, qui ont des panneaux solaires installés sur leur terrain. Et on a une boîte qui va monitorer un peu tous ces systèmes-là pour s'assurer que tout va bien et puis éventuellement résoudre des problèmes. Donc c'est pas des grands parcs solaires, en fait c'est plutôt des petits sites, mais par contre on a beaucoup de sites, quelques milliers à gérer. Et donc on va vouloir gérer des données qui proviennent de différents équipements. Si on regarde ce qu'il y a sur un site, on a typiquement des onduleurs qui sont connectés aux panneaux solaires.
donc qui remonte des données de production, donc tension, fréquence, intensité, etc. Des données aussi météorologiques, hein, on peut avoir de ensoleillement, température. On a des compteurs typiquement équivalents un peu à votre Linky. Et toutes ces données passent par une passerelle qui est aussi sur site. Et c'est la passerelle qui envoie les données alors dans notre cas, c'était d'abord dans un FTP et ensuite c'était récupéré par AWS. Donc les objectifs, c'était vraiment d'assurer l'ingestion des données, d'avoir des dashboards de surveillance pour faire le monitoring. Il y avait également un moteur d'alarme qui permettait de détecter des anomalies et de réagir en conséquence. Et pour arriver à faire ces 3 premières tâches, c'était important de stocker toute la topologie des équipements qu'il y a sur site. On a vraiment plein d'équipements différents et faut savoir comment ils sont connectés pour comprendre bien ce qui se passe. Donc au niveau des modèles de données, c'était assez touffu, quoi. Volumétrie, à peu près 5 milliards de mesures par an. Alors c'est du photovoltaïque, hein, donc c'est principalement en journée. Donc ça correspond à peu près à du 300 mesures par seconde envoyées dans le cloud en journée et puis pas grand-chose la nuit. Et l'architecture était entièrement serverless, enfin presque entièrement serverless. Alors pourquoi j'ai fait une démo et je ne vous ai pas montré directement cette architecture, c'est parce que celle-là, elle est un peu trop compliquée. Donc j'ai à gauche un schéma un peu macro de l'architecture, mais si je zoome sur une des cases, celle-là par exemple, en fait derrière j'ai tout ça. Voilà. Donc ça, je ne peux pas vous expliquer les détails de tout ça. À la place, j'ai fait des statistiques un peu sur les services qui étaient utilisés. Donc on avait pas loin de 400 fonctions lambda pour gérer l'ingestion et l'exposition des données. On avait des step functions. Donc les step functions, c'est un service qui est beaucoup utilisé quand on a beaucoup de lambda parce que ça permet d'orchestrer des fonctions lambda. Dès que SQS, ça permet de gérer des limitations. Alors nous, l'archi est serverless, mais par contre, il y a d'autres choses un peu autour qui sont des API qu'on utilise, des choses comme ça, qui elles ne sont pas serverless, donc qui ont des limites de taux d'envoi, enfin de nombre de requêtes qu'on peut faire. Et pour ça, on utilise des SQS pour mettre des actions en attente. La seule partie qui n'était pas serverless, c'était le stockage en DB. On utilisait du RDS PostgreSQL, donc une DB managée. Voilà. Et alors tout ça x4 parce qu'on avait 4 environnements. Hein. Donc j'en ai pas trop parlé dans cette présentation, mais quand on fait du cloud, souvent on code l'infrastructure en IAC, Infrastructure as Code, parce que là évidemment 300 fonctions lambda, c'est pas possible de les configurer dans la console AWS directement. Hein. On est obligé d'automatiser, et surtout quand on a 4 environnements à faire, c'est bien d'exécuter le même code avec juste quelques petits changements d'un environnement à l'autre. Alors, je vais terminer sur un incident technique qu'on a eu. Alors, le seul incident technique majeur, donc non lié à des problèmes de développement, on va dire, qui était lié plutôt à une MEP. Le voilà. Donc, procédure de MEP, c'est assez simple. En gros, on arrête l'ingestion, on déploie la nouvelle infrastructure et on redémarre l'ingestion. Bon, pour certaines raisons, déployer la nouvelle infra, c'est un processus qui prend à peu près 3 heures. Et quand on redémarre l'ingestion, on se retrouve à avoir beaucoup de messages à traiter qui avaient été mis en attente. Et là, problème, quand on redémarre l'ingestion, la DB ne répond plus. Donc, on essaie de la redémarrer. Ça ne marche toujours pas. Donc là, un petit coup de sueur quand même. On s'est aperçu que juste augmenter la taille d'instance, ça a résolu les problèmes. Donc finalement, ce n'était pas si grave que ça. Mais voilà, retour d'expérience, le serverless, c'est bien. Parce qu'en fait, le seul élément qui n'était pas serverless dans l'architecture, c'est lui qui a posé problème. Voilà. Tout le reste, ça a toujours bien fonctionné quand j'étais sur le projet. Voilà, donc le serverless, c'est bien. Plus précisément, voilà, pas besoin moins de besoins Ops, Run, gestion d'infra, scalabilité, résilience. Il y a quand même quelques inconvénients. Il peut y avoir le coût, vendor locking quand même, parce que voilà, on commence à utiliser des services spécifiques du cloud. Et on a aussi un gros couplage entre l'applicatif et l'infrastructure, en fait, quand on fait une archi serverless. Et ça change un peu les façons dont on gère un projet. Voilà, donc j'ai terminé. Je ne sais pas s'il reste du temps pour les questions. Ouais. Oui.
Non, là c'était vraiment le stockage des données qu'on expose après dans les dashboards. Ouais, ouais, pour la visualisation. Ouais, ouais. En fait, le stockage, on avait l'ADB qui permettait vraiment de requêter facilement ce qu'on cherchait. Après, on avait aussi du stockage S3 pour plus les données brutes. L'ADB, c'était 3 teraoctets. Ouais, ouais. 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 Les quoi Oui. Dans quel projet le dernier projet? Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a des. En fait, ce qui est installé sur des sites, c'est des appareils qui sont développés par plein de boîtes différentes. Donc, on se retrouve avec plein de modèles d'équipements différents qui envoient leurs données dans leur format à eux. Et nous, vraiment, dans la gestion, la première étape, ça va être un peu de normaliser toutes ces données, hein, pour les mettre dans le format qui nous va bien. Parce que on a vraiment des milliers de modèles d'équipements différents. C'est un peu compliqué, hein, à gérer. Souvent du 4G, ouais. Ouais, 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 souvent. Ouais, ouais. Oui. Alors, j'en ai pas parlé parce que c'est un truc très très exotique. Bon, pour l'IAC, les trucs classiques, c'est du Terraform. Quand on est dans AWS, peut-être du CloudFormation. Voilà, et à un moment, il y a Pulumi qui était un peu la mode, mais c'est peut-être plus tellement le cas. Là, on était sur du Troposphère et Sceptre. Voilà. Qui connaît Troposphère et Sceptre? Non. Personne. Voilà. Voilà. Merci.